Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo réalisée par la Société française d'hypertension artérielle et le Club des jeunes hypertensiologues sur la thématique hypertension artérielle et fibrillation atriale. Je suis le docteur Guillaume Lamiraud, cardiologue à l'Institut du thorax à Nantes, et je suis avec le docteur Benoît Lequeux, cardiologue au CHU de Poitiers. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Donc, on va attaquer cette présentation par un cas clinique. Guillaume, je te laisse présenter. Merci Benoît. Donc nous allons discuter effectivement de la situation de Madame P. Madame P a 66 ans et elle vient consulter pour des palpitations invalidantes au repos et à la marche évoluant depuis 3 mois. Elle n'a pas consulté depuis 1 an. Elle présente une hypertension artérielle connue et traitée par 10 mg d'amlodipine et n'a pas d'autres antécédents notables jusqu'ici, aucun autre facteur de risque cardiovasculaire, un poids à 68 kg, une taille d'1m68. Elle a fait une automesure récente sur 3 jours qui retrouve une pression artérielle à 148 pour la systolique et 89 pour la diastolique. Son examen clinique va retrouver des bruits du cœur irréguliers et une pression artérielle de consultation moyennée à 153 et 92. Sa biologie récente est normale avec une kaliémie, une fonction rénale et une NFS normale. Vous réalisez un électrocardiogramme qui retrouve ici une fibrillation atriale avec une fréquence un peu au-dessus de 100 par minute et pas d'évidence pour une hypertrophie ventriculaire gauche systolique. Vous réalisez également une échocardiographie qui va retrouver une bonne fonction systolique ventriculaire gauche, une masse ventriculaire gauche indexée élevée, donc il existe une hypertrophie ventriculaire gauche échographique, il n'y a pas de valvulopathie significative et les pressions de remplissage du ventricule gauche sont normales, pas de dysfonction ventriculaire droite, pas d'argument pour une volémie élevée. Donc, première question, Benoît, finalement, est-ce que cette situation clinique d'association hypertension artérielle et fibrillation atriale est fréquente? Bon, Guillaume, je ne pose pas la question. Donc, vous avez plusieurs choix. Et ben, finalement, c'est la dernière. En effet, c'est très fréquent. C'est 70% d'hypertension chez le patient en fibrillation auriculaire. Alors, pourquoi? Et ben, vous avez une explication physiopathologique relativement simple. C'est qu'il y a un lien très étroit entre les mécanismes de l'hypertension artérielle et les mécanismes de la fibrillation auriculaire. Et vous voyez que ça va passer par le système nerveux autonome à gauche, par le système rénine-angiotensine et par des facteurs également mécaniques et génétiques. Et tout ça, c'est intriqué. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ont une fibrillation auriculaire sont plus à risque d'avoir une hypertension artérielle et les gens qui ont une hypertension artérielle sont plus à risque de développer une fibrillation auriculaire. Et c'est pour ça qu'il y a un lien très étroit entre les deux pathologies. Alors, quand la patiente va vous demander, mais finalement, quels sont mes risques liés à cette arythmie? Alors, ça, c'est sous forme de quiz. Est-ce qu'elle peut faire un accident cérébral? Est-ce qu'elle peut faire un infarctus? Est-ce qu'elle peut faire une insuffisance cardiaque? Est-ce qu'elle peut faire une insuffisance rénale? Est-ce qu'elle peut développer une maladie d'Alzheimer? Et ben, finalement, elle peut faire beaucoup de choses. Et donc, sur la diapositive suivante, vous voyez qu'il y a un lien très étroit entre l'arythmie et finalement le risque de mortalité, le risque de faire un AVC, le risque de développer des dysfonctions ventriculaires et une insuffisance cardiaque, le risque de développer un déclin cognitif, d'avoir des dépressions. Il y a un impact également sur la qualité de vie et un risque important d'hospitalisation. Donc, finalement, le fait de faire de la fibrillation auriculaire va avoir un impact très important en termes de morbimortalité. C'est pour ça que c'est important de le dépister. Alors, la patiente vous met en consultation et puis elle vous demande finalement mon arythmie, est-ce qu'elle pose un problème pour la poursuite de mon automesure qui est finalement elle apprécie et qu'elle fait régulièrement. Donc Guillaume, je te laisse répondre à la question. Merci Benoît, c'est une bonne question que vous pose la patiente puisque finalement très peu d'appareils d'automesure sont validés chez les patients en fibrillation atriale pour l'automesure tensionnelle. Pourquoi? Il existe d'abord un risque de surestimation de la pression artérielle systolique du fait de cette arythmie. Et donc, en pratique, on peut proposer aux patients de continuer ces automesures, mais il faut essayer de lui demander d'augmenter le nombre de mesures pour essayer d'avoir une meilleure fiabilité de ces automesures. Et puis, cette arythmie a aussi des conséquences pour la mesure de pression artérielle en consultation, puisque nos appareils, maintenant qu'on utilise en première intention automatique avec la méthode oscillométrique, eh bien, sont
pour certains, vraiment pris en défaut. Et donc, on recommande aujourd'hui de poursuivre en consultation la mesure de la pression artérielle avec une méthode manuelle auscultatoire. Donc, effectivement, la présence d'une EFA, c'est important, ça conditionne des éléments sur la mesure de la pression artérielle. Alors, Guillaume, la patiente va te demander finalement si j'ai la fibrillation, est-ce que le cible de pression artérielle va changer? Ben, encore une fois, bonne question, puisque on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent aujourd'hui de définir une pression artérielle cible, ou en tout cas optimale, pour nos patients hypertendus en fibrillation atriale. Et notamment à partir de cette étude publiée en 2018 sur une très, très, très large cohorte coréenne de patients qui ont été suivis pendant 5 ans et sur lesquels on a mesuré, donc qui étaient hypertendus et en FA, et sur lesquels on a mesuré la survenue d'événements cardiovasculaires et toutes les mesures réalisées concordent pour ces données que vous voyez sur la diapositive à droite avec une pression artérielle optimale qui est une systolique entre 120 et 129 mm de mercure et une diastolique inférieure à 80 mm de mercure. Ces valeurs sont maintenant reprises dans les guidelines ESC 2020 sur la fibrillation atriale. Et donc, cette patiente, Mme P, va plutôt bien tolérer sa fibrillation atriale, mais bien sûr, vous allez vous poser la question de la mise en place d'un traitement anticoagulant pour éviter un accident vasculaire cérébral embolique avec 2 questions. Quel score de risque embolique allez-vous utiliser et allez-vous mettre en place finalement un traitement? Et Benoît, je te pose ces questions. Alors, en effet, le risque donc, va être évalué et l'indication de traitement anticoagulant va dépendre finalement du risque CHAS-VASc dont vous avez entendu parler. Donc ça, c'est le premier score utilisé, c'est le score principal. Donc, c'est les initiales de quoi? D'insuffisance cardiaque, d'hypertension artérielle, de l'âge, vous voyez que vous avez 2 points d'emblée si l'âge est plus de 75 ans, la présence d'un diabète, la présence d'un AVC déjà, donc qui vous donne également 2 points. Les antécédents vasculaires, notamment qu'il faudra aller chercher justement pour accrocher ce point. L'âge entre 65 et 74 ans, donc c'est qu'un point. Et le sexe féminin, et ça on va en parler juste après, puisque la femme a des petites particularités. Alors, à côté de ce score, on va utiliser un autre score, qui est un score hémorragique, donc l'HAS-BLED, qui est important à réaliser en pratique, puisqu'il va moduler en fait l'indication du traitement anticoagulant, notamment chez les patients à faible risque. Et donc, c'est important de le faire en pratique. Mais on voyait que c'est les initiales de quoi? Une hypertension qui n'est pas contrôlée, avec une pression systolique supérieure à 160, la présence d'anomalies rénales ou hépatiques, les antécédents d'AVC, notamment hémorragiques, problème d'hémorragie ou une prédisposition à faire des hémorragies, un INR labile, notamment quand on utilise les traitements par antivitamine K, un âge supérieur à 65 ans, vous voyez qu'il y a quand même des chevauchements avec le score CHAS-VASc, et l'utilisation soit de médicaments, soit la consommation d'alcool qui peut justement augmenter le risque hémorragique. Donc finalement, à partir de ces 2 scores, on a un algorithme qui est extrêmement bien défini et qui a été repris donc, sur recommandation de l'ESC 2020, qui est le suivant. Donc, si vous devez anticoaguler votre patient qui est en fibrillation auriculaire, donc déjà d'emblée, si votre patient a une valve mécanique ou une sténose modérée à sévère, d'emblée, s'il y a une indication, ça sera AVK, vous n'avez pas le droit d'utiliser les anticoagulants directs. Et à gauche, donc vous allez évaluer votre patient. Donc, s'il est à faible risque en score CHAS-VASc à 0 chez l'homme et à 1 chez la femme, et c'est là où la femme a une petite particularité, c'est que si jamais on est sur des low risques, là, la femme, s'il n'y a juste que le risque finalement lié à la femme, au sexe, on n'aura pas besoin d'anticoaguler. Donc ça, c'est la petite case que vous avez juste à droite. Et si on est sur des scores de risque plus élevés, vous voyez que c'est le step 2, là, on va prendre en compte l'HAS-BLED. Et tout en bas, donc dans quel cas de figure on va anticoaguler les gens? Donc en classe 1A, on va anticoaguler direct quand le score est supérieur ou égal à 2 chez un homme ou supérieur ou égal à 3 chez une femme. Et sur les scores qui sont un petit peu plus bas chez l'homme 1 et chez la femme 2, là, il peut être considéré. Vous voyez que c'est une recommandation 2A. Donc là, c'est à discuter avec une balance bénéfice-risque à estimer. Et là, clairement, maintenant, on privilégie les anticoagulants directs aux AVK. Et notamment, vous savez que récemment, on n'a plus le droit d'utiliser
le Préviscan en première intention sur une fibrillation auriculaire. On peut toujours utiliser de la coumadine, la warfarine, qui est quand même l'AV4 de référence, mais sur une première fibrillation auriculaire découverte, on n'a plus le droit d'instaurer l'antivitamine K type Préviscan. Alors, un algorithme intéressant qui a été proposé par le HRA en 2017, c'est quand vous avez votre patient qui a une hypertension artérielle et que vous suspectez une arythmie, vous êtes convaincu cliniquement que ce patient a une fibrillation auriculaire. Alors, premier cas de figure, le patient a une fibrillation auriculaire clinique et vous le voyez en consultation, vous faites un ECG 12 dérivations et là, vous tombez directement sur la fibrillation comme c'était le cas de notre patiente. Et bien là, vous avez donc le diagnostic et vous pouvez donc là proposer des traitements spécifiques à cette fibrillation. Si vous n'arrivez pas à enregistrer sur l'électrocardiogramme cette arythmie, là, on propose de faire un Holter sur 24 à 48 heures et qui permet d'infirmer ou de confirmer le diagnostic. Et vous voyez, s'il est confirmé, donc là, on peut traiter le patient. Et là, c'est là la petite particularité de cet algorithme. C'est si jamais votre patient a une présentation clinique d'arythmie, vous êtes sûr qu'il fait de la fibrillation auriculaire, mais que vous n'avez pas réussi à l'enregistrer sur un électrocardiogramme 12 dérivation ou sur un Holter, avant d'aller plus loin, finalement, on va prendre en compte son risque Schatz-Vask. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, ça va définir le fait de savoir s'il va falloir lui mettre ou pas un traitement anticoagulant derrière. Et vous voyez que si jamais le score Schatz-Vask est supérieur ou égal à 2, là, on va conseiller fortement d'aller dans des dispositifs pas plus complexes, mais plus pertinents en tout cas pour dépister cette fibrillation auriculaire, et notamment des enregistrements qui peuvent aller jusqu'à 30 jours ou même aller plus loin jusqu'à un Holter implantable, puisque le bénéfice-risque sera en faveur justement de l'anticoagulation. Donc, il faudra aller chercher cette fibrillation auriculaire. Alors, sur les dernières recommandations de l'ESC 2020, on parle beaucoup de dépistage de masse. Donc, finalement, la clinique est importante, puisqu'en effet, un patient qui vient vous voir en consultation avec une suspicion d'arythmie et qui vous dit « j'ai au pouls, rien qu'au pouls, je sens que mon pouls est irrégulier », vous pouvez déjà avoir une forte suspicion. Et finalement, vous voyez qu'on a pas mal d'outils maintenant à disposition qui sont en cours de développement. Donc ça, c'est un peu une révolution dans le dépistage de masse, entre guillemets, de la fibrillation auriculaire. Vous voyez que les outils qu'on peut utiliser, comme l'automesure, déjà permettaient de repérer des irrégularités de la fréquence cardiaque. Et commence à arriver sur le marché, ou déjà présent sur le marché, des patchs. Vous avez une étude très récente avec l'Apple Watch qui est un outil très puissant de dépistage de la fibrillation auriculaire. Donc, ces outils vont se démocratiser avec des prix qui vont diminuer. Je pense qu'on pourra inciter nos patients à s'orienter sur ce type de dispositif si jamais on suspecte fortement cliniquement une fibrillation auriculaire et qu'on n'a pas réussi à l'enregistrer. Alors, Guillaume, la patiente demande si la découverte de la fibrillation auriculaire va faire changer son traitement médicamenteux antihypertenseur. Bonne question également, puisque dans les recommandations européennes de 2018 sur l'hypertension artérielle, il y a effectivement une recommandation spécifique aux patients qui sont hypertendus et en fibrillation atriale, et que vous voyez un positionnement en première intention des bloqueurs du système rénine-angiotensine, des bêta-bloqueurs et des inhibiteurs calciques bradycardisants, alors que les diurétiques, dans cette situation, sont vraiment considérés dans un deuxième temps. Alors, pourquoi cette recommandation? Eh bien, concernant d'abord les bloqueurs du système rénine-angiotensine, et dans une population de patients qui a une anomalie structurale cardiaque, donc une hypertrophie ventriculaire gauche ou une diminution de la fraction d'éjection du ventricule gauche, et donc Madame P a une hypertrophie ventriculaire gauche, donc elle est dans ce cadre, eh bien, dans une stratégie de contrôle du rythme, l'utilisation de bloqueurs du système rénine-angiotensine va diminuer les récidives de fibrillation atriale chez les patients pour qui on a pu restaurer le rythme sinusal. Donc, à considérer chez ces patients l'utilisation prioritaire des bloqueurs du système rénine-angiotensine dans le traitement antihypertenseur. Deuxième situation, c'est celle des bêta-bloqueurs et des inhibiteurs calciques bradycardisants. Et là, on discute l'utilisation de ces médicaments plutôt dans la stratégie contrôle de la fréquence cardiaque, donc quand la fibrillation atriale est installée et qu'on n'a pas forcément réussi ou pas encore réussi éventuellement à revenir au rythme sinusal, eh bien, ces médicaments sont bradycardisants
et vont permettre d'adapter la fréquence cardiaque du patient si on reste dans cette stratégie de contrôle de la fréquence cardiaque. Donc, en pratique, eh bien, on a des classes d'antihypertenseurs dont l'utilisation est plutôt prioritaire dans la fibrillation atriale, qui sont les classes qu'on cite ici. Et donc, les diurétiques ne sont pas forcément première intention dans cette fibrillation atriale. Enfin, je voudrais aussi juste faire une aparté sur un traitement en développement qui est la dénervation rénale qu'on connaît bien dans l'hypertension artérielle avec beaucoup de travaux en cours, mais qui pourrait aussi trouver sa place dans la prise en charge de la fibrillation atriale. Bien sûr, on est ici dans le cadre de la recherche clinique et non pas de la pratique quotidienne. Et dans cette étude publiée l'an dernier, on a utilisé cette stratégie de dénervation rénale en complément d'une ablation de fibrillation atriale. Donc, c'était une étude sur des patients en fibrillation auriculaire paroxystique pour lequel on a randomisé un groupe ablation qui était un isolement des veines pulmonaires et puis un groupe isolement des veines pulmonaires plus dénervation rénale. Et vous voyez ici l'efficacité de cette stratégie combinée sur des récidives de FA avec rapidement une diminution des récidives de FA dans le groupe d'énervation rénale plus ablation. Donc, c'est des stratégies qui sont en cours de développement, mais qui pourraient également être très intéressantes pour nos patients hypertendus en fibrillation atriale. Benoît, Madame P veut savoir pourquoi tu lui as demandé si elle ronflait. Alors, en fait, l'apnée du sommeil, quand on regarde dans l'hypertension artérielle, vous voyez tout en haut à gauche, la prévalence tout venante chez les patients hypertendus, elle est de l'ordre de 5 à 10%. Quand on regarde, si on s'intéresse un petit peu aux différents types d'hypertension et notamment l'hypertension artérielle résistante, vous voyez sur la diapositive juste en dessous, on peut monter jusqu'à 83% de prévalence. Alors, tout dépend toujours du cut-off qu'on va mettre sur l'IAH. Est-ce que c'est 15, est-ce que c'est 30? Mais en tout cas, vous savez que dans la recherche, en tout cas des causes d'hypertension artérielle résistante, on incite fortement au dépistage d'apnée du sommeil par des outils, notamment le scoring, mais aussi des systèmes assez rapidement de polygraphie ventilatoire. Et finalement, si les patients sont symptomatiques, puisque bien sûr, on a parlé des gens qui sont symptomatiques, il faut appareiller ces gens en tout cas. Voilà. Donc, c'est très fréquent et notamment dans l'hypertension résistante. Et ce qui est intéressant également, c'est finalement quand vous voyez votre patient hypertendu en consultation, vous allez évaluer son risque cardiovasculaire donc par le système SCORE, qui notamment va influer sur votre prise en charge, notamment lipido et sur vos niveaux cibles de LDL. Et vous voyez que l'apnée du sommeil, tout en bas à droite, est finalement un risque modifieur de votre risque score, qui n'intègre pas spontanément, bien sûr, l'apnée du sommeil. Et finalement, il va falloir le prendre en compte pour savoir si votre patient est plus à risque ou pas. Et peut-être, en fonction de la présence de cette apnée, et ben justement de modifier ces paramètres de LDL et ces niveaux cibles de LDL. Voilà. Donc, Guillaume, finalement, sur ce cas clinique, qu'est-ce qu'on peut retenir les messages clés? Alors, les messages clés sur l'association fibrillation atriale et hypertension artérielle, d'abord, la FA est une pathologie fréquemment associée à l'HTA, donc il faut savoir y penser, dépister, apprendre éventuellement au patient à prendre son pouls et à signaler des irrégularités du pouls, puisque derrière, il y a des stratégies de dépistage plus précises qu'on peut mettre en place chez ces patients. Deuxième point, eh bien, l'hypertension artérielle va modifier le risque embolique et donc l'évaluation de ce risque embolique est importante, notamment chez les hypertendus, et on utilisera pour cela les scores CHA2DS2-VASc et ASBET que Benoît, tu as très bien présenté. Et troisième point, eh bien, il existe des raisons d'adapter le traitement de l'hypertendu en fonction de la stratégie de traitement de la fibrillation atriale. Alors d'abord sur la cible de pression artérielle et puis ensuite sur les médicaments, puisqu'on a parlé de l'utilisation des bloqueurs OCM rénine-angiotensine et des médicaments bradykardisants chez ces patients. Donc voilà les 3 points que je retiendrai sur ce cas clinique. J'espère que cette vidéo vous a été utile et nous, en tout cas, nous vous remercions de l'avoir suivi et bonne journée à toutes et à tous. Merci Guillaume et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.